Dans cette section, nous allons discuter des différents types d'insuline basale qui sont utilisés dans le traitement du diabète. Nous ne discuterons pas des insulines prandiales, celles qui sont prises avant les repas. Les insulines basales font partie intégrante du traitement des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 sous insulinothérapie intensive avec des injections multiples. C'est aussi un traitement couramment utilisé chez les personnes qui vivent avec un diabète de type 2 qui ne peut pas être contrôlé uniquement par les antihyperglycémiens oraux ou injectables. Dans les deux types de diabète, les injections d'insuline essaient de reproduire le plus fidèlement possible le schéma de libération d'insuline chez une personne qui n'aurait pas le diabète. Le rôle de l'insuline, c'est de faire passer le glucose, soit le sucre qui se retrouve dans le sang, vers les cellules où il peut être utilisé comme source d'énergie ou encore être stocké par le foie. Si l'insuline n'arrive pas à faire ce travail, le glucose va rester en circulation dans le sang, ce qui peut faire augmenter les résultats de glycémie, mais surtout mener à des complications du diabète. Dans la section des antihyperglycémiens, on a vu que ces médicaments utilisent divers mécanismes pour essayer d'aider l'insuline à faire son travail. Si les antihyperglycémiens n'arrivent pas à bien aider l'insuline à faire ce travail, il reste une solution sans détour, c'est-à-dire injecter davantage d'insuline dans l'organisme. Il existe différents types d'insuline basale. Le premier type est les insulines à action prolongée. Normalement, les insulines à action prolongée vont être injectées au coucher. La meilleure façon de visualiser son action est de mesurer sa glycémie le lendemain matin avant le déjeuner à jeun. Si votre médecin veut procéder à des ajustements ou s'il vous encourage à faire des auto-ajustements de l'insuline, c'est en regardant cette donnée, la valeur de glycémie à jeun, que les décisions pourront être prises. Il existe 5 grands types d'insuline à action prolongée. On peut caractériser une insuline en décrivant le début de son moment d'action, le moment où son action est le plus grand, soit le pic d'action, et la durée totale d'action de l'insuline. Les insulines à action prolongée ont toutes comme caractéristique de ne pas avoir de pic d'action. Leur niveau d'action demeure le même du début et pour toute la durée d'action. La première insuline à action prolongée est nommée l'insuline glargine, qui est vendue sous les noms Basaglar et Lantus. Ces deux insulines prennent 1h30 avant de débuter leur action. Leur effet va durer pendant 24 heures. Ensuite, on retrouve l'insuline détémir, vendue sous le nom de Levemir. Cette insuline prend elle aussi 1h30 avant de débuter son action, mais sa durée d'action totale varie entre 16 et 24 heures. Ces 3 insulines sont injectées au coucher. Ensuite, il existe l'insuline glargine concentrée à 300 unités par millilitre, qui est aussi nommée l'insuline Toujeo. Cette insuline peut prendre jusqu'à 6 heures avant de débuter son action. Sa durée d'action est de 30 heures. Enfin, il existe l'insuline Degludec, concentrée à 100 ou 200 unités par millilitre. Son nom commercial est Tresiba. Cette insuline peut prendre 2 heures avant de débuter son action et son action totale est d'une durée de 42 heures. En principe, on pourrait procéder à l'injection de la Toujeo et de la Tresiba à n'importe quel moment de la journée en s'assurant que ce soit à le même moment à tous les jours. Dans les faits, la grande majorité des utilisateurs de ces deux insulines vont quand même l'injecter au coucher en s'assurant que ce soit toujours à la même heure. Les autres insulines qui entrent dans la catégorie des insulines basales sont les insulines à action intermédiaire. Il en existe 2 qui agissent à peu près de la même façon. C'est l'insuline Isofan NPH, nommée Humulin N et Novolin NPH. Ces 2 insulines prennent 1 à 3 heures avant de débuter leur action. Leur pic d'action, donc le moment où leur action est la plus importante, arrive en 5 à 8 heures après l'injection, puis l'effet s'estompe pour cesser environ 18 heures après l'injection. Ces insulines à action intermédiaire sont normalement injectées au coucher. On peut comparer sur un graphique l'action des insulines à action prolongée et celle des insulines à action intermédiaire. Vous le voyez, les insulines à action prolongée vont avoir un effet modéré qui dure pendant presque toute la journée. Au contraire, les insulines à action intermédiaire vont avoir un effet qui augmente jusqu'au pic d'action, puis l'effet s'estompe et va cesser en 18 heures après l'injection. Il reste donc une courte période, normalement entre le souper et le coucher, où l'injection d'insuline de la veille n'a plus d'effet sur la personne. Voyons maintenant quelques aspects pratiques. La majorité des personnes qui utilisent de l'insuline utilisent un stylo injecteur et des cartouches. L'insuline qui se trouve dans la cartouche en cours d'utilisation, donc celle qui est dans le stylo, se conserve à la température de la pièce pour 28 jours ou plus selon le type d'insuline. Vous pouvez vérifier sur la cartouche de votre insuline 3 informations. Sa durée de conservation à la température de la pièce, la plage de température recommandée et la date de péremption. Généralement, on doit garder son stylo dans une plage de température entre 15 et 30 degrés Celsius.
Il faut donc être prudent lors des journées très chaudes en été ou des journées froides en hiver. On ne garde pas son stylo dans la voiture, par exemple. L'insuline qui n'est pas en cours d'utilisation, l'insuline de réserve, on la conserve au réfrigérateur jusqu'à son utilisation sans dépasser la date de péremption. Toutes les personnes qui utilisent de l'insuline devraient recevoir un enseignement personnalisé par leur équipe de soins. Cet enseignement couvrira la technique d'injection, puis c'est avec votre équipe que vous allez déterminer le type d'insuline, les doses et les moments précis d'injection qui correspondent à votre situation. Aussi, toutes les personnes qui utilisent de l'insuline sont à risque de développer une hypoglycémie, un taux de sucre dans le sang qui est trop bas. Université a préparé un cours sur la thématique de l'hypoglycémie que vous allez retrouver sur cette même chaîne. Dans la prochaine section, on va voir en général la technique d'injection et comment faire la rotation des sites d'injection d'insuline. On va maintenant voir les éléments entourant la bonne technique d'injection de l'insuline. Avoir une bonne technique d'injection de l'insuline permet de s'assurer qu'à chaque fois, toute la quantité d'insuline est disponible, ce qui va donc grandement aider au contrôle du diabète. On a beau avoir déterminé avec toute la précision possible la dose d'insuline qui est à utiliser. Si la technique d'injection n'est pas bonne, rien ne garantit que toute la dose d'insuline pourra être utilisée par le corps. Avant de procéder à l'injection, on va s'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire un stylo injecteur contenant une cartouche d'insuline, une aiguille neuve et on s'assure d'avoir les mains propres. La première des choses, c'est d'installer l'aiguille sur notre stylo injecteur. Donc, en gardant les deux capuchons, on vient visser sur le stylo injecteur. Une fois que c'est fait, on peut retirer les deux capuchons. Et on voit ici notre aiguille. Il faut s'assurer de faire le vide d'air dans l'aiguille. Pour le faire, on vient sélectionner une dose comme si on voulait s'injecter une dose de 2 ou 3 unités. Ensuite, je renverse mon stylo et je vais devoir appuyer sur le piston à quelques reprises jusqu'à ce qu'on voit le liquide qui sorte au bout de l'aiguille. C'est signe que le vide d'air a bien été fait. Ensuite, lorsqu'on vient faire l'injection, on veut s'assurer de la faire à 90 degrés. Donc, on se met bien droit et on évite de pencher dans un sens ou dans l'autre. Si je le fais vers moi maintenant, je le fais à 90 degrés et j'évite de le faire en angle. J'appuie ensuite doucement sur le piston. Pas nécessaire de faire une pression exagérée et je garde l'aiguille sous la peau pendant une dizaine de secondes. Ensuite, je retire. Lorsqu'on utilise des aiguilles courtes de 4 mm, il n'est pas nécessaire de faire un pli avec la peau. Vous pourrez discuter avec votre équipe du choix de la longueur des aiguilles. Les recommandations actuelles sont d'utiliser des aiguilles de 4 mm chez la grande majorité des personnes qui vivent avec le diabète. Maintenant, avant de jeter l'aiguille, on remet le plus gros des capuchons sur le stylo injecteur et on vient dévisser l'aiguille. On peut ensuite la jeter dans un bac pour les déchets piquants. La majorité des personnes qui utilisent de l'insuline le font pour toute leur vie. Même si les aiguilles actuellement disponibles sont vraiment très fines, il reste qu'avoir un corps étranger sous la peau à tous les jours, et potentiellement plusieurs fois par jour, peut avoir des effets secondaires. Si on pique toujours au même endroit, on risque de créer des lipohypertrophies ou des amas de tissu adipeux sous la peau. On peut voir ou même sentir des bosses rigides sous la peau. Normalement, la lipohypertrophie n'est pas douloureuse. En fait, la lipohypertrophie vient même diminuer la sensibilité de la peau. Par contre, c'est une très mauvaise idée de piquer à un endroit où il y a déjà une lipohypertrophie parce que l'absorption de l'insuline est très mauvaise à ces endroits. Pour éviter la lipohypertrophie, il faut s'assurer d'avoir une bonne technique d'injection, toujours utiliser des aiguilles les plus courtes possibles et toujours des aiguilles neuves. Ensuite, ce qui va être important, c'est de mettre en place une bonne méthode de rotation des sites d'injection. Ce qu'il faut, c'est trouver une méthode structurée pour s'assurer d'avoir une rotation des sites d'injection. Les adultes peuvent faire les injections dans les régions de l'abdomen, de l'arrière des bras, sur les cuisses ou dans la région du haut des fesses. Ensuite, dans une région, on doit la subdiviser pour s'assurer de bien répartir les injections. On peut par exemple diviser une région, comme celle de l'abdomen, en 4 sections. On va faire 4 sections autour du nombril. On commence par la section en haut à droite le premier jour. Deuxième injection se fera en haut à gauche, puis en bas à gauche, et ensuite en bas à droite. On recommence le cycle en haut à droite pour la 5e injection. Ensuite, on peut subdiviser chacune de ces 4 régions en 7 sous-sections, une pour chacun des jours de la semaine. On peut par exemple commencer le lundi le plus près du nombril, puis on s'éloigne vers l'extérieur du corps au fil de la semaine.
qu'il faut, c'est trouver une méthode qui convient à chacun. Certains vont se faire un petit schéma et marquer d'un point au stylo chacune des régions qui vont être utilisées. Pour se souvenir de changer de région à chaque fois, on peut utiliser des aiguilles qui sont colorées. Il existe ici des aiguilles qui sont disponibles en 4 couleurs. Chacune des couleurs va correspondre à une des 4 régions autour de l'abdomen, par exemple. On pourrait aussi sélectionner des régions près de l'abdomen et d'autres au haut des cuisses, par exemple. À chaque fois que je vais prendre une aiguille, sa couleur va correspondre à la région où je vais faire l'injection. Pour que l'injection soit la moins douloureuse possible, on doit s'assurer d'utiliser des aiguilles courtes. Actuellement, pour la majorité des personnes diabétiques, c'est des aiguilles de 4 mm qui sont recommandées et toujours utiliser une aiguille neuve. Aussi, on doit toujours utiliser de l'insuline qui est à la température de la pièce. On va donc éviter d'avoir à utiliser de l'insuline qui viendrait d'une cartouche neuve qui vient juste d'être sortie du réfrigérateur. Vous le voyez, il existe un large éventail de médicaments qui peuvent être utilisés dans la gestion du diabète. Certains sont pris par voie orale, d'autres sont injectables, sans oublier l'insuline. Le diabète est une maladie qui évolue dans le temps chez chaque personne. Il est donc possible que les médicaments qui étaient utilisés au diagnostic doivent être modifiés dans le temps. Il est aussi normal que par moment, vous ayez de la misère à vous y retrouver. N'hésitez pas à poser des questions et à décrire l'effet qu'ont les médicaments sur vous à votre équipe. La gestion du diabète, c'est un travail d'équipe. Et dans cette équipe, la personne qui vit avec le diabète doit être un joueur actif et pas seulement un spectateur. Pour vous assurer de ne rien manquer à nos prochains cours sur vidéo et à nos prochaines capsules, abonnez-vous à notre chaîne. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.